On a un design qui est quand même, j'ai envie de dire, très conventionnel, mais qui donne le sentiment aussi d'avoir été dessiné de A à Z. Tu vois, plus il y aura de transparence, plus on comprendra qu'est-ce qu'on a comme produit et on s'intéressera au pourquoi. C'est-à-dire la dimension personnelle, émotionnelle, figurative. Et c'est la réflexion qu'on s'est faite du coup, on s'est dit à la fin, on sait à qui on donne notre argent, c'est ce qu'on a acheté, on sait à qui on l'a acheté et on sait pourquoi on l'a acheté. En fait, il faut qu'il y ait de l'humain dans cette affaire. Ah ben complètement. Salut à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 6 de Petite Montre entre amis. Pour ce 224e épisode. Eh oui, 224, t'as bien entendu. C'est la 224e fois où je suis installé avec vous dans le canapé de Petite Montre entre amis. Mais t'inquiète pas, la saison 7 est en cours et on va se régaler. Pour terminer la saison 6, j'accueille Arnaud qui est arrivé à toute berzingue de province. Il va nous présenter une toquante d'une marque très récente, la Carling Diver 01. Tiens-toi bien, il va nous dézinguer avec cette montre. Alors si t'es chaud, mais on a tous chaud avec la canicule. Si t'es chaud, claque ton like et abonne-toi pour l'éternité. C'est parti pour le dernier épisode de la saison 6 de Petite Montre entre amis. Ce programme vous est présenté par Dailyshoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut Arnaud. Salut Xavier. Ça va? Ça va et toi Xavier? Un peu chaud aujourd'hui, hein? Je te le fais pas dire, ouais. Mais... Il est arrivé en TGV, il y avait la clim? Il y avait la clim dans le TGV, ouais. Là, il fait une chaleur pas possible, les amis. C'est le dernier épisode de la saison 6. On va s'éclater. On a une jeune marque qui vient. J'ai pas tout saisi de quoi il s'agissait. Tu l'as au poignet? Je l'ai au poignet, Xavier. Alors, c'est une Carling, c'est ça? C'est bien ça, Xavier. C'est un truc tu es dans l'aviation, dans la bagnole, toi, dans l'automobile? Pas du tout. Je te dirais même que les voitures, ça m'intéresse pas plus que ça. Et les avions? Les vieilles voitures un peu plus. Ah. Plus les fusées que les avions. Plus les fusées, ça marche. Alors attends, je te fais ici la mienne. Avec grand plaisir. Aussi, moi je suis venu, c'est une montre de plongée, si j'ai bien compris. C'est une montre de plongée. Je suis venu avec une de mes plongeuses, je me demande même si c'est pas la seule. La Tiger série 6000, la montre de mes 30 ans. T'as quel âge, toi? 36. 36, bon, 36 bah voilà. Cette année. Eh ben voilà. Mais je l'ai vue, déjà, cette pièce, Xavier. Tu l'as vu quand? Le vendredi soir précédent le Time Fest à Bordeaux. Ah oui, un fantastique meet-up, les amis. On est monté quasiment à 65-70. Merci à tous les copains de Bordeaux, les organisateurs de Time Fest. Jérémy, de Rooster Watches qui m'a beaucoup aidé à trouver un endroit. Rémi, il se reconnaîtra. Évidemment, moi je peux pas organiser un truc comme ça à Bordeaux, je suis pas de là-bas, les amis. Mais toi, tu n'es pas de Bordeaux non plus. Non, mais je suis pas très loin. Il n'est pas de Bordeaux, mais il n'est pas très loin. Alors, Carling, raconte-nous. On a l'impression que c'est une skin diver, on peut dire ça ou pas? C'est une skin diver. Ouais. C'est une skin diver, c'est une plongeuse. Ouais. Il n'y avait pas de... Comment dire? Quand j'ai vu cette pièce-là, donc à l'occasion du Time Fest, donc au mois d'avril, il n'y avait pas de projet... C'était au mois de mai, hein, t'as déjà perdu la boule. J'ai déjà perdu la boule. Aïe. T'es sûr que c'était au mois de mai? Eh ouais. Putain, c'était le 17 mai ou le 16 mai. Tu vois déjà... J'ai organisé un meet-up là-bas. Oui, non, mais bien sûr. Oui. Avril-mai, bon, ça, c'était pas très loin. Donc tu l'as acheté là-bas? Je l'ai acheté là-bas. C'est celui donc à la rencontre avec Alexandre Voirin, donc le créateur, designer de la marque. Donc voilà, il n'y avait pas de projet d'achat. On était simplement, donc avec un ami, on était parti pour voir tout simplement des marques un petit peu plus planquées, dont on parle moins, etc. Donc c'était une super occasion, en plus c'était près de chez nous. Et puis voilà, quand on est passé sur le stand, c'est l'un des premiers stands qu'on a vu et dans la tête, ça s'est mis à germer. Tout doucement et tout simplement dès qu'on a vu le produit. On est resté une bonne demi-heure avec lui, donc il nous a présenté sa pièce, il nous a présenté plus largement sa marque, donc expliqué son cheminement. Donc lui, il a travaillé chez Longines. Ouais. Et notamment la Longines Skin Diver, c'est lui qui l'a faite. Ouais. Voilà, qui est parti d'une feuille blanche. Attends, la Longines Skin Diver, la Longines, le redesign, la Longines Legend Diver. Legend Diver, pardon. Avec les deux couronnes. Alors non, pas avec les deux couronnes. Il y a un modèle qui ressemble énormément à celui-ci. Il nous a pas, il s'est largement inspiré du modèle que lui-même avait fait chez Longines pour créer donc cette montre-là. Ça ressemble plus donc à une plongeuse que fait Longines, pas la Skin Diver avec les deux.
Ok. Et donc il s'est inspiré de son propre travail. Il s'est inspiré de son propre travail. C'est beau ça, c'est ce qu'on attend d'une marque en fait, quand même, qu'ils fassent quelque chose qui leur sorte du bide et du cœur, on va dire. Oui, et puis moi ce que j'aime beaucoup chez les marques horlogères en général et pour les créateurs, c'est qu'il y ait quand même une idée générale qui soit installée depuis un petit moment et le créateur reste dans cette idée-là. Il reste sur ses acquis, il reste sur ce qui fonctionne, il reste sur ce qui est beau. Et là, pour le coup, je trouve que c'est très beau et c'est très réussi. Alors attends, tu arrives à un salon, tu y es passé la journée de samedi et de dimanche aussi? Non, on est allé simplement le dimanche. Ok. Alors les amis, il faut quand même juste le dire, c'est un peu la fête parce que c'est le dernier épisode de la saison. Mais en fait, on s'est rencontrés avec Arnaud et un de tes potes, Pierrick. Tout à fait. On le salue. Il devait être là aujourd'hui et puis il y a eu un petit contretemps, etc. Mais on le reverra. Ouais, il reviendra. Ah bah j'espère. Oui. En fait, tous les deux, vous m'avez interpellé à Watches and Wonders puisque j'étais dans le coin le samedi ou le dimanche, je me souviens plus. Le samedi. Voilà, on a beaucoup discuté, beaucoup échangé. Vous faisiez la queue chez Cartier. Chez Bulgari. Chez Bulgari. Ah là là, oui, mais c'est... j'allais dire une connerie, c'est Richemont, le mec, il est complètement lost. On n'a pas picolé encore. Hein. Ça, c'est pour après, pour le déjeuner. Donc, ça faisait pas mal de temps qu'on avait prévu de faire cette émission. Et pour le coup, c'était pas prévu qu'on fasse avec une Carling. Tu étais plutôt sur d'autres produits et d'autres marques. Fait. Donc là, tu as fait un achat spontané. Est-ce que pour toi, c'est le produit qui t'a séduit? C'est le mec qui t'a séduit avec ce qu'il raconte et pourquoi il fait cette marque? Ou c'est la combinaison des deux? Réponse 3. Ah ouais, c'était facile, hein, t'es d'accord. Hein. C'est la combinaison des deux, tout à fait. Ouais, mais quand même, passer de je suis pas là pour acheter à j'achète, c'est qu'il s'est vraiment passé un truc. Alors, il s'est vraiment passé un truc. Alors, esthétiquement parlant, voilà, j'ai été pris dans ce produit très rapidement. Et après, en rentrant un peu plus dans la discussion donc, avec Alexandre, pour voir la façon dont il avait réfléchi son produit, ce qu'il présentait, donc en termes de dimension, en termes d'épaisseur, en termes de travail. Juste petit aparté, le verre qui est utilisé pour faire donc, le dial, c'est les mêmes pigments qui sont utilisés chez l'Aventure. D'accord. Et je trahirai peut-être un secret, mais je crois qu'il y a une autre marque prestigieuse, je dirais une bêtise, mais c'est une marque suisse qui utilise également le même fournisseur de pigments. Donc voilà, on est quand même sur un travail et une recherche de pigments qui est intéressante, que même les plus grandes marques utilisent. Il n'y a que du vert sur ce modèle chez lui? Non, il la propose aussi en bleu et en noir. D'accord. Okay, pourquoi tu as pris le vert? Parce que j'avais déjà une plongeuse bleue. Ouais. Je voulais éviter une redondance, donc de refaire du bleu. Et le noir, disons que je réserve le noir pour d'autres modèles, pas pour une plongeuse. Pas pour une plongeuse? Non. Et donc voilà, donc le visuel a attiré évidemment notre œil parce que j'étais pas le seul sur ce modèle-là. Et après, c'est l'échange avec Alexandre qui m'a fait franchir le pas. C'est pas mon premier achat impulsif. Ah, c'est le deuxième. Ah là là, et vous savez, là on est sur le format historique de Petite Montre entre amis, donc il y aura la séquence souvenir, tu pourras nous raconter tout ça. Combien ça coûte une Carling comme ça? Alors, je crois, sauf erreur, qu'il la propose à 680 € ce modèle. C'est-à-dire que tu sais pas combien tu l'as payé? Si, moi je sais combien je l'ai payé, mais on avait une réduction pour donc, le festival, pour l'exposition. Donc on a eu 10% sur le prix, et en plus de ça, il nous a offert donc, le second bracelet, qui est un bracelet en cuir, avec un traitement antitranspirant, antibactériologique et résistant à l'eau. Donc là, il fait super chaud. On transpire beaucoup. Et moi, j'ai mis un tropique. Et t'as mis le tropique? Ouais, j'ai mis le tropique. Bah ouais. Il te plaît moins le version cuir? Je l'ai mis sur une autre montre. Ah, c'est bon ça. Sur une Hamilton. Bon. Tu les as amenés? J'ai pas amené la Hamilton. Elle n'a pas amené la Hamilton. Ok, je prends 15 secondes durant ce dernier épisode de la saison 6 de Petite Montre entre amis pour te rappeler que Daily Shoes, c'est la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers d'abonnés à la chaîne nous ont déjà rejoints. Ils ont partagé près de 4000 avis sur 440 marques, des plus connues à des pépites tellement désirables. Toi aussi, comme Arnaud, tu peux aider d'autres amateurs de montres à faire le bon choix. Rendez-vous sur dallyshoes.com pour te créer un compte et partager ton avis sur ta montre. On parle de bracelet.
dans la com que je trouve un peu, qui est riche, mais peut-être un peu qui va dans trop de domaines. Carlingue, ça fait penser à l'habitat dans un avion, hein, et puis c'est aussi lié au transport en général, à la navigation, au bateau. Mais il y a tout un volet de communication sur les tatouages, et il a sorti de mémoire une série de bracelets faits par des tatoueurs ou ce genre de choses. Ça, c'est une des lignes identitaires qui t'a séduit dans la marque ou pas du tout? Alors, moi, je suis pas réceptif à cet aspect-là. Ouais. En revanche, je précise, ils sont très beaux, ils sont très bien réussis. Les prix sont assez corrects. Je vais dire une bêtise, donc je ne citerai pas le prix. Non, mais c'est pas grave. Si tu dis une connerie, t'es pas la marque. Hein. C'était un peu plus d'une centaine d'euros. Les amis, vous irez voir sur le site, hein, un peu plus d'une centaine d'euros. Un peu plus d'une centaine d'euros, puisque les cuirs traités pour la transpiration et les bactéries étaient à 80 euros, je crois. Il était un peu plus d'une centaine d'euros de mémoire. Alors, je pense que ça vient du fait que lui aime aussi cet aspect-là, puisqu'il est beaucoup dans la création, dans l'expression du talent de l'artiste. Et pour le coup, les tatoueurs, ça faisait sens avec sa philosophie, je pense. Moi, je trouve que ça fait... C'est pas que ça ne matche pas ou que ça fait pas sens, mais pour moi, il y a pas, je vois pas le lien entre le tatoueur sur le bracelet, ou plutôt le tatouage sur le bracelet et la montre. Ça apporte de l'esthétique, ça apporte du visuel à la montre, mais c'est pas quelque chose qui me séduit au premier abord. Ce qui me séduit beaucoup plus, c'est le bracelet tropique pour une plongeuse. Non, mais attends, est-ce que vous vous souvenez là de Axel Bauer, Cargo de nuit? Oui. Ils sont bien transpirants, balèzes. Bon, t'es pas très balèze. Il est moins balèze que moi, mais on n'est pas balèze non plus au sens des muscles. Hein. Il faut pas déconner non plus. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, bref, peu importe. Tu te souviens de ce clip? Là, ça donnait un peu le sentiment de mecs qui travaillent dans la cale, dans la carlingue entre guillemets, qui transpirent et ils sont tous tatoués. Il y a peut-être un univers est-ce que quand on bosse à la salle des machines ou sur des choses très très physiques comme ça, est-ce que c'est plus propice à l'univers du tatouage? J'aurais envie de dire en partie oui, mais il n'y a pas que. Après, il y a toute la dimension asiatique, culturelle qui vient là-dedans. Toi, tout ça, cette identité visuelle-là, ce que je comprends, c'est qu'elle n'a pas du tout eu d'impact en fait, sur le fait que tu sois séduit par le produit. En aucun cas pour moi. En revanche, je pense que ça parlera effectivement à d'autres acheteurs éventuels de la marque. Ouais. Ça peut, surtout qu'Alexandre, je crois, a les bras avec des tatouages. Donc s'il les expose en plus avec le bracelet qui va bien sur la montre qui va bien, ça peut avoir un sens esthétique et visuel. Mais moi, ça m'a pas séduit. Moi, c'est son produit en lui-même réellement, c'est la montre et les spécifications de la montre qui m'ont séduite. Ouais. Alors son discours. Ouais, tu parles de spec, plongeuse, lunettes unidirectionnelles, hein, à 120 clics, on voit, etc. Couronne vissée. Étanche à 200 mètres. Donc effectivement, on va dire que la montre de plongée, elle démarre à 200 mètres. Même si, après, faire une montre à 300 mètres, c'est mécaniquement plus épais. Donc là, on a un design qui est quand même, j'ai envie de dire, très conventionnel. Très épuré. Mais qui donne le sentiment aussi d'avoir été quand même dessiné de A à Z. Tu vois, on n'est pas complètement sur une skin diver qui, pour moi, a au niveau de la carrure une partie droite. Tu vois, à 9h et à 6h, alors que là, on est complètement arrondi. Les specs, mouvement Miyota, je crois. Miyota série 9000. Ouais. J'ai entendu ça, alors moi, pour le coup, ça ne me dérange absolument pas. C'est même quelque chose qui m'intéresse plutôt qu'autre chose. Le mouvement est très bruyant. Ouais. C'est-à-dire quand on le remonte, quand on la secoue à l'oreille, on entend vraiment beaucoup la masse oscillante qui tourne. Ouais. Alors moi, pour le coup, c'est quelque chose qui me plaît, parce que je sens le mouvement qui vit, en plus de le voir avec la trotteuse. Donc ça, c'est pas du tout un souci. Et alors, je suis extrêmement surpris en bien de la chronométrie. Ouais. C'est-à-dire que pendant un mois, je l'ai porté non-stop. Ouais. Je suis resté dans la même minute.
C'est un Miyota série 9000. On n'est pas sur... Ouais, mais attends, Miyota série 9000, c'est au haut de gamme Miyota. On est d'accord, c'est le haut de gamme, mais on est sur un mouvement industriel très largement produit. D'accord, mais est-ce qu'il communique, Alexandre? Est-ce que tu communiques? Est-ce qu'il communique sur le réglage qui est fait? Parce qu'à un moment ou à un autre, voilà, tes mouvements, ils arrivent dans des petites, je me souviens plus du nom, une petite boîte, etc. Et puis après, est-ce qu'il est réglé ou non par un horloger avant de t'être envoyé, tu vois? Et là, alors, de fait, tu peux gagner en précision fortement. J'ai pas la réponse à cette question, et il a pas communiqué plus que ça, nous, quand il nous a vendu le produit, je me semble pas. Nous, on avait, de toute façon, il avait vu qu'avec Pierrick, on était quand même assez au fait sur certains mouvements, donc il n'est pas rentré non plus sur plus d'explications. Mais moi, je suis assez bluffé pour donc le prix du produit, la chronométrie, les specs de la montre, c'est assez incroyable. Les amis, je suis en train de me rendre compte que Arnaud a un poignet de rat. Je le vois là, tu flottes complètement. Hein. C'est un 16,5. Hein, c'est un 16,5. Ouais, bah, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est microscopique. Elle fait quel diamètre celle-ci? Diamètre de 40 mm, ouais. Corne à corne 51, ouais. Et entre cornes 20. Ok. Voilà. Ça peut paraître, le 51 peut paraître sur notamment un poignet de rat, comme tu es en train de le dire. Ça peut paraître un petit peu large. Tu te souviens de Sévac qui était venu, oui, avec sa Omega Speedmaster, qui est l'initiateur du poignet de rat. Avant, on était sur le poignet de poulet. Alors, qui avait un poignet de poulet? Il y a eu beaucoup de poignets de poulet. Il y en a eu pas mal. Hugo, de mémoire, qui était venu avec sa Rolex Oyster Perpetual 36 cadre en noir. Il a fait beaucoup de vues. Je me demande si c'est pas lui le recordman du monde des vues. Ça m'étonne pas pour une Rolex. Ouais, mais c'était à une autre époque, oui. Les amis. Dites-nous en commentaire. D'ailleurs, toi, ton épisode préféré de la saison 6, c'était quoi? De la saison 6... il y en a eu un. Il y en a eu un. De la saison 6, peut-être... je me souviens plus de son prénom, malheureusement, qui est venu avec plusieurs montres totalement, enfin, pas atypiques, mais qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Ah, c'est possible. Ah ouais, Rémi, c'est un pote, je t'embrasse fort. Les amis, oui, il est de la Bretagne Sud. Voilà. Hein, c'est pas tout à fait le sud-ouest. Non. Loin de là. Bretagne Sud, jeudi 14 août, meet-up d'Alichous à la Baule. Je vous mets le lien. Là, vous avez le lien avec tous les meet-ups du D'Alichous Summer Tour 2025 qui passe par La Baule, Genève et qui se termine à Paris le jour de la fin de l'été. Vous pouvez vous inscrire, inscrivez-vous et venez comme vous êtes, les amis, on va se régaler, il y aura plein de toquantes à voir. Ok, Rémi avec sa collection. Il avait du vintage, il avait du neuf, c'est un truc sympa. Quoi d'autre? Karim aussi, je crois. Karim, t'es saison 5. Voilà, j'avais un doute, c'était pas la saison 5. Le chercheur d'or. Chercheur d'or, tout à fait. Si vous voulez que Karim revienne, les amis, on est toujours en contact, on se parle de temps à autre, c'est toujours absolument fantastique de l'avoir au téléphone. J'aime bien cet aspect, justement, cette adoration presque qu'il a pour l'or, c'est très intéressant. C'est bon, les amis, moi je me suis régalé, évidemment, je me régale à chaque fois. J'aurais envie de dire que j'ai été beaucoup marqué forcément par le premier épisode de la saison avec un ancien espion de la DGSE, voilà, nageur de combat, absolument fantastique. Assez paradoxalement, une vidéo qui a très très peu marché sur les 6 premières semaines, et puis après elle s'est envolée. Écoutez, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, dites-moi. Je vous fais un petit teasing quand même, mais la date est calée pour un enregistrement de folie avec un plongeur professionnel. Okay. Voilà, les mecs qui bossent dans les fleuves, dans les rivières, dans l'océan, dans la mer, dans les ports, pour faire les travaux sous-marins, etc. Là, des mecs qui ont besoin d'une toquante qui est vraiment étanche. Hein. Et un truc solide. Oui. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ils plongent bien évidemment avec toute la tringlerie technique des ordinateurs, etc. Mais toujours avec, pour lui, une sécurité mécanique qui est essentielle en cas de problème. Dites-nous en commentaire, les amis, quel a été pour vous votre épisode préféré de la saison 6. Miyota, mouvement suisse, dans une montre mouvement japonais, dans une montre qui est labellisée Design in France, regarde. Ah oui. Design in France, avec l'accent anglais, ou alors dessiné en France. Et oui, Alexandre, il est de Besançon, si je ne m'abuse. Absolument, il est de Besançon. Ouais.
Ah oui, c'est vrai qu'elle est donc il nous a, merci Alexandre d'ailleurs, il nous a épargné le Made in France Pipo Bimbo. Bon, le Swiss Made c'est pas tellement mieux, machin, etc. Mais moi je trouve ça intéressant de simplement de dire les choses. Bah, après, on a pour ce prix-là à 6,80 un bout qui vient du Japon pour le mouvement, des pièces qui viennent d'Asie. Un réglage peut-être ou un assemblage en France, etc., etc. Voilà, plus il y aura de transparence dans le domaine, plus on comprendra qu'est-ce qu'on a comme produit et on s'intéressera au pourquoi, c'est-à-dire la dimension personnelle, émotionnelle, figurative. C'est hyper intéressant que tu parles de ça, parce que justement, moi, je suis quand même assez dans, disons, j'achète une montre allemande, je veux qu'elle soit fabriquée en Allemagne. J'achète une montre suisse, je veux qu'elle soit fabriquée en Suisse. J'achète une montre française, je préfère qu'elle soit fabriquée en France. Là, pour le coup, comme tu disais, on a un mouvement japonais. On a une boîte peut-être qui est usinée en France, je ne me souviens plus. Je ne me suis même pas sûr qu'on ait évoqué ça avec Alexandre. Il était peut-être même pas rentré dans les spécifications plus propres. Mais voilà, on a un peu un assemblage de plusieurs pays. On a donc une montre qui est faite en France, qui est réfléchie en France. Pour le coup, ça ne m'a pas gêné parce que je trouve que le produit est cohérent. Il est bien réalisé. Il est sur un créneau de prix qui est, à mon sens, vraiment très très bien placé. Et voilà, le discours d'Alexandre, la magie de la pièce en général m'a fait oublier tout ça. Et voilà, c'est pour ça que j'ai acheté la pièce, tout simplement. En fait, tu t'es fait embourber par la rencontre humaine un petit peu, avec celui qui fait la montre, et il t'a, je vais dire un truc qui est peut-être décalé par rapport à l'horlogerie, mais en fait, il t'a ouvert son cœur, et là, tu t'es dit, tiens, ça m'intéresse. Parce que si on regarde concrètement, là, on a un cadran vert, et il est d'autres couleurs aussi, oui. Avec un dégradé, qui est assez original pour une plongeuse, on va dire. Ça se voit pas tant que ça. Ça se voit, mais ça se voit pas tant que ça. Ce suivant, la lumière, ça se voit beaucoup plus. Voilà. Non, quand je dis ça se voit pas tant que ça, je parlais de sur le marché. Ah, pardon, oui. Voilà. Des montres avec il y a une approche géométrique qui, moi, je trouve très intéressante. Beaucoup dans la verticalité, l'orthogonalité, ça je trouve ça sympa, mais on a quand même une montre extrêmement consensuelle. Peut-être qu'on peut l'avoir vue plein de fois. Donc quelle est la différence ? La capacité à comprendre pourquoi celui qui l'a fait l'a fait. Mais il ne fait pas que ce modèle-là, Carling. Non, il ne fait pas que ce modèle-là. Alors, il en a deux autres de mémoire, non, deux ou trois. Au moins deux autres. Il y a une Field, et il y a une GMT. Tu as essayé les trois ? J'ai essayé les trois. Alors, la GMT, d'une part, c'est pas une complication qui m'attire particulièrement. Je prends pas l'avion ou extrêmement peu l'avion. Donc voilà, et qui plus est, les GMT ont souvent, pour moi, le problème d'être trop épaisses. Donc voilà, c'est des montres sur lesquelles je passe quand même assez régulièrement. Petite exception faite de l'Aventure, que j'ai vue également à Bordeaux. Il était là, ouais. Au Trimefest. Exceptionnel. Je vous assure, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui ne l'ont pas essayé, allez voir des reviews, c'est magnifique, absolument exceptionnel. Alors, puisque tu en parles, c'est intéressant, on n'a jamais eu de l'aventure sur la chaîne. Si quelqu'un en a une, bien évidemment, il est le bienvenu. Vous savez que tout le monde est le bienvenu. Soit vous allez sur www.dailyshoes.fr, vous remplissez un formulaire, ou alors vous écrivez un email à guest au pluriel, il y a plusieurs invités, GUESTS @dailyshoes.com. L'aventure, c'est 10 fois plus cher. On est sur du 5 000 €, oui. Ouais. Et comment tu mélanges ces deux, tu vois, c'est des points de vue. C'est-à-dire, on peut trouver des choses extraordinaires à 500, 5 000, 50 000. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qui, pour toi, fait la différence, en fait, au-delà du fait qu'on a ou pas les moyens, mais c'est quoi la différence entre une montre à 5 000 et une montre à 500 ? Alors, là, pour le coup, je ne suis pas assez informé sur les process de fabrication, sur les différents matériaux qui peuvent être utilisés. Je pense qu'il y a un travail notamment sur le dial chez l'Aventure qui est quand même largement supérieur à ce qui est ici. Notamment, c'est des dials superposés. Donc, il y a du creuset qui est fait sur le dial. Il y a un traitement de couleur qui est un peu plus raffiné, j'ai envie de dire. Après, je ne suis pas dans l'horlogerie, dans l'industrialisation et dans la création de pièces. Donc, je ne peux pas dire. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que moi, j'ai pris autant de plaisir à essayer cette pièce et à l'acheter qu'à essayer l'Aventure. Après, il y a donc une fonction GMT sur l'Aventure qu'il n'y a pas là-dessus, ce qui augmente un peu le prix. Ouais.
Et je me souviens plus du nom, prénom de la personne qui a créé la marque. Il nous a dit qu'il avait arrêté les mouvements maison parce que ça remontait encore plus le prix. Donc voilà, ouais. Il a arrêté. Ouais, mais de mémoire, tu me dis si je me trompe, vous me dites les amis, la thèse initiale de l'aventure, c'était de faire une montre 100% suisse. Oui, je suis pas sûr qu'elle soit 100% suisse. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que là, faire usiner un boîtier en Suisse par rapport à la Chine, c'est un ratio, je vais peut-être dire une connerie, mais 1 à 5 ou à 10, je veux dire, c'est absolument astronomique. Donc il y a plein de paramètres qui expliquent l'augmentation du prix. Et donc ça pose la question pour les créateurs de marques et celui qui les achète, au final, qu'est-ce que eux veulent proposer en tant que produit et que toi, l'acquéreur, qu'est-ce que tu achètes? Voilà. Donc on peut avoir des designs intéressants, on peut avoir des montres hommage, très hommage, trop hommage, etc., etc. Et puis là, il y a toutes les gammes de prix pour ce type de choses parce que on peut quasiment toujours faire moins cher et pas cher, quoi. C'est ça. Tu vois? Et quand tu as essayé ces 3 modèles, tout de suite, celle-ci t'a fait de l'œil ou ça a été un cheminement en essayant les 3, etc. Alors, il y en a une deuxième qui m'avait fait énormément d'œil, c'est sa Field en noir. Tu l'as pris aussi? Non. Ah, il t'aurait fait moins 20% peut-être? Alors, on avait même fait une plaisanterie avec Pierrick en lui disant si on en prend une deuxième, parce que la deuxième est à 50% et il avait l'air en tout cas ouvert à l'idée. Alors peut-être qu'on n'aurait pas eu le 50, mais voilà. Non, parce que tout simplement j'en ai une. J'ai une Field, une Hamilton, alors une verte pour le coup et pas une noire comme il proposait. Quand tu dis une Field Hamilton, une Khaki Field? Une Khaki Field. Ouais. Donc lui il la propose la sienne donc en noir et en espèce d'argenté gris. Pour moi la noire était clairement la plus jolie. J'aurais pas eu la Hamilton, j'aurais certainement pris les deux. Ah, intéressant. J'aurais pas eu la Hamilton, j'aurais certainement pris les deux. Petite question pour toi, ta Hamilton Khaki Field, c'est une mechanical ou une automatique? Mécanique. Ah, en fait c'est un maniaque, je le comprends maintenant. Je repense à la... Tu avais une Omega Vintage à Genève. Tout à fait. Qui est une constellation. Eh oui, une C-Shape. Une C-Shape, tout à fait. Oh là là, j'ai que de souvenirs, les amis. T'aimes bien les montres plates, quand même pas, mais fines. Très fines. Ouais, c'est ça. Parce que, évidemment, la Hamilton Khaki Field, c'est une super toquante. Elle fait tout ce qu'on a envie tout ce qu'on lui demande, etc. Mais il y en a 2 modèles. Il y a le modèle mécanique et l'autre auto. Et le modèle, moi par exemple j'aime bien le remontage manuel, c'est clairement plus fin, quoi. Ah ouais, par contre c'est étanche à combien? 100 mètres Non, je crois pas, 50. 50. Faites un petit effort les amis chez Hamilton. Pour la vaisselle. Donc t'aurais pu prendre les 2, c'est intéressant. Ah oui, je pense que même le mec, tu t'y vas pas pour acheter, t'étais prêt de prendre les 2. Dans la mesure où je rencontre un super produit comme ça, en plus avec un mec qui a envie, qui a de la passion, qui est parti, pas de rien, mais qui a monté son business, a monté son projet, qui sait vous le vendre, qui sait vous retranscrire l'émotion qu'il a mis dans son produit. Moi il m'en faut pas plus. Tout simplement, il m'en faut pas plus. Tu disais tout à l'heure, il me semble que c'est une des toutes premières marques que tu as vues en arrivant. Donc c'est pas... Ouais. Donc c'est vraiment de l'achat spontané ça, parce que tu aurais pu quasiment faire le tour des marques que tu voulais voir, et puis là tu te dis celle-là elle m'a fait de l'œil, là t'y vas. On n'est plus tout à fait dans la spontanéité. Là t'avais fait cramer ta carte, tu venais d'arriver quoi. Alors on l'a acheté que à la fin du salon, parce qu'on a quand même pris le temps de faire le tour de tous les exposants. Mais dans ta tête c'était fait. On est passé chez Awake, super surprise aussi, je connaissais très mal, ils font des super produits. Et juste à côté c'était Baltic de mémoire, et chez Baltic il y avait une montre qui présentait un peu des caractéristiques similaires et elle était super jolie en plus en verte et en bronze. Et non. Qu'est-ce qui a fait la décision? C'était même pas un terme de prix parce que c'était la même chose. Oui, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait la décision alors? C'est Alexandre qui a fait la décision. Ah voilà. Et la réalisation de son produit. Voilà. L'inspiration, les amis. Alors évidemment, vous le savez, il y a la plateforme d'Alicios. Il y a quasiment 4000 membres. La plupart sont abonnés de la chaîne. Les amis, si vous n'êtes pas abonné de la chaîne, c'est le moment de le faire. Qu'est-ce qui fait qu'on achète un produit qui ne sert à rien? Je ne vais pas dire qu'une montre, c'est une œuvre d'art. Il y a des éléments qui peuvent être de l'art lorsqu'on est dans de l'artisanat, des métiers d'art, etc., etc. Mais c'est une œuvre d'art dans le sens où on n'en a pas besoin.
Voilà. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on y va? De l'inspiration. À un moment, on se sent bien, il y a quelqu'un qui en parle d'une bonne façon, on trouve ça sympa, j'ai un problème avec le micro, les amis, excusez-moi. Là, c'est celui qui a fait la différence, c'est le créateur. Oui, et puis c'est la réflexion qu'on s'est faite avec Pierrick, parce qu'il a acheté exactement la même. Ah la vache! Il a acheté exactement la même. Et Pierrick, il a la verte. Il a la verte aussi. Ils allaient venir, j'allais vous mettre tous les deux dans le canapé, c'est ça. avec la même montre. Alors on en aurait ça aurait été un truc de folie, ça, purée. Surtout qu'on a flashé vraiment sur le vert et même pas parce qu'il la propose en bleu et en noir. Et voilà, on a vraiment acheté la même. Et c'est la réflexion qu'on s'est faite du coup. On s'est dit à la fin, on sait à qui on donne notre argent, on sait ce qu'on a acheté, on sait à qui on l'a acheté et on sait pourquoi on l'a acheté. Donc en fait, il faut qu'il y ait de l'humain dans cette affaire. Ah ben complètement. Complètement. C'est-à-dire acheter une tocante à une marque que tu connais pas parce qu'elle te séduit avec des belles photos, avec un Reels, les amis, encore un Reels magnifique d'un mec qui est tombé amoureux. Il y en a qui tombent amoureux tous les jours. Hein. Oui, en anglais, en espagnol, en italien, en français, en allemand. Là où vous faites le tour d'Instagram, it's a love story. Oh man, I felt in love once again with this beautiful watch. Amazing on my wrist. Beautiful. Toi, tu as besoin d'un contact concret. Est-ce que c'est pas ça le succès de TimeFest? C'est-à-dire le fait que, pour la plupart, on va pas blâmer les marques qui sont plus structurées et plus organisées. Étienne Mallet qui n'était pas sur le stand de Baltic, Guillaume Lédet n'était pas sur le stand de Space One ou de Nivada, etc. etc. On peut les comprendre, bien évidemment. Mais à un moment ou à un autre, on a envie de parler à celui qui est derrière le truc, justement pour la raison que tu as donnée. Exactement. On sait où les thunes elles vont. C'est ça, et puis en apprendre plus aussi sur le process, sur la réflexion, sur la philosophie de la marque. Parce que ça, c'est une chose à laquelle je deviens de plus en plus sensible. Je vais faire un petit parallèle, mais au Watch is no Wonder, on a été voir avec Pierrick chez Ulysse Nardin. Il y avait toute une nouvelle pièce qui était produite avec que des matériaux recyclés, de l'air entre eux, etc. Et tout ça était propre. C'était pour aller vers une industrialisation un peu plus propre, donc pour qu'il y ait moins de pollution, respect des océans. C'est un discours qui fait son chemin de plus en plus. Voilà. Ça, pour le coup, avant, j'étais totalement, pas hermétique, mais quelque chose qui ne me parlait pas. Là, tu parles du sustainable, de la partie environnementale. Ouais, mais où tu parles d'un discours, où tu as besoin d'un discours humain, autre que industriel. Ça fait le lien avec l'humain et transmettre les émotions. Voilà, c'est uniquement de ça dont je parle. J'ai été séduit par la montre en tant que visuel. Ce qui me l'a fait acheter, c'est l'échange avec l'humain. Tout à fait. Justement, alors si tu avais les amis, là on est vraiment aux racines même de petites montres entre amis. Quel est ton adjectif? Celui qui synthétise cette montre. Oh yeah. Versatile. Versatile? Versatile. Alors versatile en français ou en anglais? Parce que ça. En français. Ok. En français. Versatile parce que tu vois, je me suis fait la réflexion ce matin justement pour me trouver l'objectif qui allait parfaitement bien et je crois que je l'ai même pas mis sur la plateforme, celui-ci, pour cette montre-là, en tout cas. Mais elle va aussi bien pour l'été comme ça, donc avec les périodes chaudes, pour avoir donc un aspect un peu robustesse, un peu plongeux, je peux la mettre sous l'eau, etc. Je suis venu avec une chemise ce matin, je trouvais qu'elle allait très bien avec ma chemise, donc elle passe aussi pour une montre un peu plus élégante, un peu plus déshabillée. C'est une montre que je peux mettre avec un polo, voilà, pour n'importe quoi. Je peux aller faire du sport avec, je peux aller plonger avec, je peux aller au restaurant avec. Voilà. Elle est polyvalente. Polyvalente, versatile. Polyvalente. C'est bon les amis. Pour essayer de comprendre tout le cheminement d'Arnaud, on voit bien que la partie message, au-delà simplement de la dimension littérale du produit, t'interpelle. On va creuser dans son histoire avec la séquence souvenir. Alors, tu disais tout à l'heure que tu avais 36. C'est beau ça, 36 ans, c'est bien ça. Merci Xavier. C'est bien. Comment ça a démarré pour toi, l'horlogerie? Tu te souviens ou tu te souviens pas? Oui, je m'en souviens très bien. Ouais, je m'en souviens très bien. Donc tu regardais Petite montre entre amis, voilà comment ça a démarré, quoi. J'aimerais bien te répondre ça, ça serait pas honnête. Non, c'est venu pour Noël, un Noël. C'est ma mère qui m'a acheté une montre pour aller faire du sport. Ouais. Une montre, une Huawei. Ouais. Une Huawei. Donc montre qu'on lit avec son smartphone, voilà. C'est assez récent alors.
2021. 2021. Ah oui, donc tu avais plus de 30 ans. J'avais déjà plus de 30 ans. Ça veut dire que tu n'avais pas de montre avant. Alors, j'en ai eu. Je me souviens d'ailleurs, et je l'ai toujours, la première montre un peu sympathique, c'est mon père qui me l'avait offerte pour mes 16 ans. C'est une Fossile à quartz que j'ai toujours. Ouais. Et après, de mémoire, j'ai toujours eu un petit peu les montres à mon poignet, mais comment dire, j'en avais une plus par habitude ou pour lire l'heure jusqu'à ce qu'on ait smartphone, quoi. Ok. On va dire ça comme ça. Donc pas de dimension de collectionneur. Oui, ou pas de dimension émotionnelle autre que elle a un look qui me plaît bien puis elle donne l'heure. Ou un souvenir. Mais le côté un peu passionnel des montres, il n'était pas là. Non. Mais comment t'es passé d'une Huawei à la passion alors? Eh ben, c'est grâce donc à ce présent-là pour un Noël que j'ai commencé à creuser un peu plus l'horlogerie avec Pierrick. Parce qu'on est tombé, on s'est entraîné l'un et l'autre dans ce monde-là. Et depuis, disons que j'ai chopé le virus et c'est jamais parti. Alors, comment t'es passé de la Huawei, la smartwatch souvenez-vous, il y a quelques semaines, on avait Valentin qui est venu avec sa Serica 6190 et qui a également, pour faire du sport, des montres connectées, tout un tas de choses, etc. Et qui fait bien la différence entre l'usage fonctionnel et puis la passion, le style, le look, le design, enfin tout ce que nous on essaye de décrypter, on essaye de comprendre pourquoi ça nous plaît, parce que franchement il ne devrait pas y avoir de raison. C'est quoi la première montre qui t'a fait passer du côté obscur de la force? La première montre, j'en ai pas en tête. Par contre, la première marque, c'est Omega. Ah, il va revenir. C'est bien. Il aura droit à la casquette d'Ali Shoes pour avoir tenu ses bons mots, les amis. Mais non, bien sûr, il y a toujours la casquette d'Ali Shoes pour l'inviter de petite montre. Très bien, regarde. Elle est là, elle te regarde. On vous fera une petite photo, les amis, comme ça. Omega, ça. Donc la fameuse Sea-Shape. Alors non, la Sea-Shape est venue que bien après. Ok. Elle était neuve alors cette Omega? Alors non, parce que j'en ai pas acheté en fait à l'époque, tout simplement. C'est une marque qui, voilà, quand j'ai commencé un petit peu à m'y intéresser, ça a commencé à nourrir mon imaginaire, etc. Après j'ai vite glissé chez Breguet, Vacheron, Longueux, etc. En termes de cheminement de connaissances, mais pas en termes de possession. Non, pas en termes de possession. Alors la première qui a fait que tu es passé de la Huawei à... alors, ma première montre mécanique à remontage automatique, c'est une Orient. Ok. Bambino, Mako, une quoi? Mako 2. Ok. Une Mako 2, une plongeuse très classique. Et voilà, c'est ma première montre automatique mécanique. Tu te souviens de la vidéo sur la Mako 2 bleue? Oui. Saison 1, saison les amis, 1, tout elle à avait fait. cartonné cette vidéo. Ouais. C'était Sébastien qui était venu, grand fan de voitures anciennes aussi, et il m'avait dit voilà ce que j'ai comme collection. Donc il a du Rolex, de l'Omega, du truc, et là je lui dis non mais je préfère qu'on fasse la Orient Mako. Il me dit ah bon, mais pourquoi? Parce que justement tu vas nous expliquer comment, en possédant des blockbusters, je disais tout à l'heure, il y a bientôt 4000 avis sur la plateforme, sur 440 marques, avec des marques ultra connues et des modèles qui sont presque tous aussi très connus parmi ces marques très connues, et puis il y a des marques qui sont complètement inconnues, avec des choses très désirables, complètement différentes, qu'on ne peut découvrir que si quelqu'un, vous, les amis, toi, vous racontez et vous présentez pourquoi vous avez cette montre et comment vous l'aimez. Et c'est ça qui donne des idées aux gens. Bien sûr. Sinon, on se retrouve sur un format de base, le mec, il n'aime pas le foot, et quand on lui demande, il dit « ouais, le Real Madrid ». Il regarde jamais de match, il sait pas de quoi il parle, truc machin, mais parmi les clubs très très connus historiques, il y a le Real Madrid, machin, et maintenant c'est le PSG. Et oui, ici c'est Paris les amis, depuis cette année on peut mourir heureux. Ok, donc t'es arrivé sur cette Orient. Ouais. Donc entrée premier prix en termes dans les gammes, et des choses très très singulières. Quand on regarde une Orient, on ne se dit pas c'est un mélange de ça et ça. Non, ils ont vraiment leur truc spécifique. C'est ça, et qui plus est, moi ce qui m'avait séduit un petit peu à l'époque, c'est que pour la planche de prix, on avait un mouvement semi-manufacture, ce qu'ils appellent. Alors semi-manufacture, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un module, je crois, de Seiko, complètement le démonter,
refaire un peu l'architecture. Alors, il n'y a pas de décoration sans les mouvements Orient, mais il repense le mouvement. Oui, de toute façon. Donc, ça reste une semi-manufacture. Les amis, la décoration des mouvements, c'est un truc qui a été amené par Breguet. Comment montrer de l'artisanat, pas du luxe parce que le terme n'existait pas à l'époque, mais un vrai savoir-faire, des vraies compétences cachées, qui ne se voient pas. Voilà. Sinon, d'un point de vue fonctionnel, ça n'a aucun intérêt, voire même ça fragilise le fonctionnement du mouvement si on vient trop travailler ou faire des choses squelettées, etc., qui est l'opposé de la philosophie des Japonais. Complètement. Simplicité, performance, durabilité. Voilà. Donc tout le reste, pour ça que chez les Japonais, même si maintenant il y en a avec Hajime Asaoka et Grand Saiko qui parfois sort des 2-3 modèles comme ça, mais la culture des Japonais, c'est pas de faire des complications. Non, c'est que ça dure et que ça soit efficace. Complication, ça veut dire que c'est compliqué. Et si c'est compliqué, c'est la loose à réparer, à faire fonctionner, etc. etc. Entre la Orient et la Carlingue, si tu devais en citer une, ce serait laquelle ? Qui m'a le plus marqué, tu veux dire ? Ouais, dans celle que tu as. Dans les achats celle que tu as ou que tu as eu, voire même que tu as vendue. Hein. Alors, j'en ai vendu qu'une seule de toutes celles que j'ai achetées. C'était aussi une Omega pour financer la C-Shape, justement. C'était une Seamaster des années 50, fond blanc en acier avec les index en or et les aiguilles. T'es tombé dans le vintage aussi, alors ? Alors, mais c'est aussi pour ça que c'est une exception, cette montre, c'est que je n'achète que du vintage. Pourquoi ? C'est pour l'âme et la poésie. Je trouve qu'une montre qui a vécu, une montre qui, 40 ans, 50 ans, 60 ans après, fonctionne toujours. D'une part, ça prouve que les mecs, à la base, ils avaient quand même bien bossé, parce que 60 ans plus tard, ça fonctionne toujours. Okay. Et à l'époque, des smartphones, tout ça, qui sont interchangeables, au bout de 3 ans, on peut les mettre à la poubelle parce qu'il n'y a plus, ça fonctionne plus. Des montres vintage qui, 50 ans après, fonctionnent toujours, ça me parle beaucoup plus. Et donc voilà, ça aussi, ça reste une exception, parce que je n'achète plus que du vintage. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Ah, pardon. Entre la Orient et la Carlingue. Eh ben, je dirais la Nomos. La Nomos ? La Nomos. Ah, mais t'aimes les montres, ça, c'est t'aimes les montres fines. Ah oui, Design assez épuré. Design très simple, complication légère. Ça va être jusqu'à la date où le tourbillon, j'aimerais bien un jour, mais voilà. Et quelque chose de fin, c'est aussi pour ça que là, pour une plongeuse, on est sur moins de 12 mm d'épaisseur, moi, qui est un poignet de rat, comme tu dis, ça me parle aussi. Les amis, on se régale. Tout ce qu'il dit, bien évidemment, je le conserve à l'esprit pour la séquence ta prochaine montre. Mais avant ça, le dernier 60 secondes chrono de la saison. Alors, je t'ai préparé des questions. Initialement, on voulait faire une sorte de partie de ping-pong avec j'en ai marre de ce micro là, avec Pierrick. J'ai des questions, tu réponds de façon très simplement, oui, non, enfin, tu te laisses guider, ok ? Ok, ça marche. Prêt ? Je suis prêt. Qu'est-ce que tu regardes en premier sur une montre ? Le dial. Ta complication préférée ? Répétition minute. T'es plus suisse ou japonaise ? Japonaise. Sur quelle plateforme tu trouves les meilleurs avis clients ? Delicious. La montre préférée de ta collection ? Ma Nomos Orion 343. Tu préfères acheter neuf ou d'occasion ? D'occasion. Ta marque préférée ? Lange & Söhne. Expérience boutique ou solitude digitale ? Malheureusement, solitude digitale. C'est ton truc, les horlogers indépendants ? Bien sûr. Tu veux en citer un ? Je crois que juste là, alors c'est pas un horloger, mais c'est une marque. Ah, ok. Donc on est plutôt dans la micro-marque, ou en tout cas la jeune marque, ok ? Acheteur instinctif ou réfléchi ? Normalement réfléchi. Si tu recommençais tout, ce serait avec quelle montre ? Si je devais tout recommencer, je crois que je changerais rien. Tu te vois avec une montre intégralement en or ? Oui. Plongeuse de GMT ? Plongeuse. Ta prochaine montre, ça pourrait être laquelle ? Speedmaster référence 145-022. Le modèle de tes rêves les plus fous ? Alors, j'ai pas la référence exacte parce qu'elle m'échappe tout de suite, mais c'est une longue Enzone avec un tourbillon limité à 24 exemplaires. Et s'il devait t'en rester qu'une pour t'accompagner jusqu'à la fin des temps ? Ma Nomos. La Nomos, on sent bien que les amis, il y a un truc avec Nomos pour Pierrick. Tu vois, si c'est ta préférée, c'est celle que t'emmènerais dans l'au-delà. On est dans la poésie, hein, l'horlogerie c'est pour la vie.
Tout à fait. Elles nous survivront, nos montres, et on les emmènera avec tous nos souvenirs. Qu'est-ce que tu vois comme prochaine montre? Tu as dit une Speed 145-022. Il n'a pas de chance! J'en ai un de modèle comme ça. Ah. Pourquoi tu veux aller là-dessus? Et donc, mécaniquement, c'est un modèle qui a été produit un petit peu plus de 15 ans, qui est passé en référence 145-0022 après. Est-ce qu'il y a une année spécifique que tu recherches ou pas du tout? Alors, j'aurais bien aimé mon année de naissance. Ouais. Le problème... Là, c'est trop dur, là. 36, 25, 89, ok. Le problème étant que c'est les 20 ans hommage de l'alunissage. Ah, il y a une série limitée? Et que là, on passe vite de 5 à 15 sur les tarifs. Aïe, aïe, aïe. Donc, pourquoi tu vas pas à l'état civil pour faire une petite modification de... Non, tout simplement, j'en prends une de 90 ou de 91, ça ira très bien aussi. Non, pour le coup, là aussi, moi j'aime bien aussi l'espace, donc c'est un modèle forcément qui me parle. Et c'est peut-être, tu vois, tu parlais de qu'est-ce qui m'a fait passer d'une montre pour aller faire du sport à une montre mécanique. C'est le premier modèle de montre mécanique qui m'a fait rêver. C'est la Speedmaster. Okay. Alors, j'ai essayé les récentes, les 2021, tout ça. C'est beau, c'est bien fini, le bracelet est superbe, mais il n'y a pas la poésie qui se passe. Il n'y a pas de magie avec ces modèles-là. A contrario, des modèles vintage 145-022 du début ou fin des années 80, début des années 90, j'ai du tritium sur les index, j'ai des lunettes qui sont pas nickel, qui sont un petit peu noir-grises, etc. Voilà, ça me parle. Ça veut dire que dans le vintage, un des trucs qui te plaît, c'est de voir la dégradation. J'utilise exprès ce propos plutôt que de dire patine. Patine, c'est dans l'horlogerie, c'est toujours positif. On va pas se leurrer, les amis, une vintage, c'est déglingué. C'est déglingué, oui. Je veux dire, les premières Rolex Submariner Gilt, avec les index qui sont peints à l'or, elles sont déglinguées, ces montres. Elles sont éclatées, oui. D'accord, elles sont éclatées. Donc, qu'est-ce que tu recherches là-dedans? Un truc immaculé, mais qui s'est bonifié avec le temps. Et d'ailleurs, sur cette carlingue, on voit bien que les index, les aiguilles et le chemin, la minuterie de la lunette est dans un traitement coquille d'œuf paille. Ça, c'est pour le côté poétique. Sinon, c'est jaunasse, dégueulasse. Non, je déconne. Il y a une logique qui va vers la dimension d'index blanc, complètement blanc, immaculé, qui ont jauni avec le temps. Voilà. Après, c'est aussi des modèles des années 50-60. Donc voilà, il y a cet esprit-là aussi pour retravailler un peu le vintage, puisque ce sont des anciens modèles. Il a voulu faire ça sur les index, voilà, pour qu'il y ait ce look un petit peu vintage et un petit peu vieilli. Donc oui, effectivement, c'est ça que je recherche moi sur une pièce vintage, c'est qu'on voit les traces du temps dessus. Effectivement, une montre vintage qui serait sortie du tiroir, j'aime bien aussi, parce que voilà, vous avez l'objet qui a 60 ans, mais on a l'impression qu'il sort de l'usine. C'est un aspect que j'aime bien. Mais toutefois, voir que la montre a vécu, qu'elle a pris des coups, que le verre a été changé ou pas, voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus qu'une montre sortie d'usine de 2025, même s'il y a des exceptions. Où t'en es de cette recherche sur cette speed-là? Les recherches, elles sont faites, les montres sont bien identifiées, les messages sont envoyés aux acheteurs, mais il ne reste plus qu'à atteindre le budget maintenant. Non, mais sont envoyés aux vendeurs, tu veux dire? Oui, pardon, elles sont envoyées aux vendeurs. Et là, tu es passé quoi tu as regardé sur Chrono 24? Sur Chrono 24, oui, tout à fait. Sur Katawiki, sur Vinted aussi, j'ai regardé. Ouais. C'est quoi le budget? Disons que j'aimerais bien en toucher une à autour de 4500, ça serait bien. 4500 de 1990? Ouais. C'est jouable? Oh oui, tu penses? Ah oui, j'en ai trouvé plusieurs, ouais. Est-ce que tu as souvenez-vous, un très bon moment de la saison 6, l'avenue d'Anthony Marquier de Watchfeed, l'un des co-auteurs avec Grégoire Rossier du bouquin Moonwatch Only. Tu l'as ce bouquin-là? Non, je l'ai pas. Ah ben là, alors, écoute, c'est parce que c'est lui, il est sympa, quand t'en trouves une, etc., tu m'envoies des photos et je regarderai dans le bouquin sur l'année en question, à quoi doit ressembler la lunette, les index, etc. Parce que c'est vraiment une affaire de... Enfin, c'est une affaire. Le prix est une affaire de conformité par rapport au modèle original.
il peut y avoir des aiguilles qui ont été changées, mais est-ce qu'elles sont conformes à l'origine? C'est ça qui compte. Après, le problème de toute cette... puisque tu es sensible à la patine du temps. Tout à fait. Quand vous avez des échanges standards, même avec des pièces d'origine, ça peut générer, notamment sur une speed qui est noire et blanche à l'origine, un décalage entre la façon avec laquelle, typiquement c'est ce qui arrive, hein, les index ont vieilli, et les aiguilles qui sont, si elles ont été changées, plus récentes, et là vous avez des aiguilles blanches avec des index qui sont c'est le problème qui sont jaunes. Bah oui. C'est le problème que j'ai eu beaucoup, c'est que on voyait très nettement que les aiguilles avaient été changées. Et ça, pour le coup, ça me dérange un petit peu. Ouais. J'aimerais bien que les aiguilles, même si le tritium est vidé, même si on voit plus le tritium, qu'il y a même un trou dans l'aiguille, je préfère avoir ce trou-là, mais avec des aiguilles qui matchent encore ou qui sont celles d'origine avec les index, plutôt qu'un jeu d'aiguilles qui aurait été changé il y a 10 ans, qui a encore tout son tritium, mais qui ne matche pas. Voilà. 4005, les amis, si vous avez des pistes pour ou 3005 Arnaud, aussi. Ou 3005, bien sûr, il était preneur. On a bien compris avec la Carling que c'était exceptionnel, les amis, les 10% de réduction. Je ne sais pas si toutes les marques le faisaient. Ou non, moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée, il ne faut pas non plus sur une obligation. Ouais, toutes les marques faisaient quelque chose. Je crois que toutes les marques le faisaient, oui, tout à fait. C'était même une obligation pour être inscrit. Tu te donnes combien de temps là? T'as le budget aujourd'hui pour cette speed? Non, j'ai un peu plus de la moitié, mais non. Non. Si c'est pas pressé? Si c'est dans 6 mois, si c'est dans 2 ans, ce sera dans 2 ans. Ça, c'est une force, les amis, de ne pas être pressé sur un achat. C'est une force de ne pas être pressé lorsqu'on en achète une vintage puis qu'il y a des problèmes avec. On n'est pas pressé de la faire réparer, etc. Parce que si vous avez le temps, vous avez le temps de choisir à qui vous la confiez. Vous avez le temps de réfléchir à est-ce que c'est la bonne solution que vous êtes en train de faire, etc. etc. Et je pense que quand on a le temps, on est plus heureux que quand on est speed. Et, vous avez vu le jeu de mots, hein, on est plus heureux que quand on est speed. Et ça permet pour moi de faire réellement le bon choix. Maintenant, on voit bien que tu es un acheteur plutôt réfléchi, sauf pour la Carling. On pourrait imaginer que tu changes d'avis. Bien sûr. Et que le budget où tu es à la moitié, donc en gros tu as 2005, allez, qu'est-ce que tu peux acheter à 2005 aujourd'hui? J'ai déjà réfléchi à ça. Ah, et alors? Alors, pas à 2500, mais c'est vrai qu'il y a une autre marque qui est un peu plus installée, mais Venezianico, peut-être ça te parle. Je trouve que c'est une marque qui monte en compétences, qui monte en finition. Ils font des montres très fines aussi, alors très fines, moins de 10 mm en tout cas. C'est intéressant. Voilà. Notamment, je cherche un petit peu aussi en ce moment des dials, disons, une Agathe, une Aventurine, des choses comme ça. C'est une voie qui prennent avec leur modèle à bracelet intégré. C'est ça, tout à fait. Ouais. Alors, il n'y a pas encore, moi j'aurais bien aimé une lapis lazuli. Ils font pas encore le modèle que je veux avec lapis lazuli. Il y a une plongeuse. Tu leur as demandé qu'ils fassent ça ou pas? Non, je n'ai pas demandé. Ils font donc une plongeuse, la Néréide de mémoire, avec une lapis lazuli. Mais là, pour le coup, j'en ai déjà une. J'ai acheté une Carling. Je te verrais bien avec je ne connais pas le modèle. Les amis, je ne suis pas aussi calé sur Venezianico. D'abord, il n'y en a pas eu sur la chaîne. Il y a quelques avis sur la plateforme. Les amis, si vous avez une Venezianico, c'est le moment d'y aller. www.dalichus.com/Venezianico. Non, le spécialiste pour moi, l'un des spécialistes que je connais et que j'adore et qui sera au meet-up du Dalichus Summer Tour 2025 à la Baule, c'est Jean-Charles de la chaîne Moonwatch, grand fan de Venezianico, à tel point qu'on ne peut même pas en dire du mal. Après, il s'énerve, il devient tout rouge, tu vois. Donc, salut JC, je te dis à bientôt. C'est vrai que c'est une des marques, une des marques qui perce et qui, je trouve, petit à petit, je ne sais pas s'ils sont en train de trouver leur ADN parce que je trouve quand même que ça part un peu dans tous les sens. Mais c'est plus intéressant que ça parte dans tous les sens que sur leur Néréide, par exemple GMT, qui était, je trouve, très, très convenu en termes stylistiques, qui n'apportenait pas grand-chose de plus, mais il y a des choses intéressantes. Et puis, je veux dire, c'est des Italiens, ils viennent de Ligure, ils ont le style et le design dans le sang. Le modèle Arsenale, donc celle que je lorgne un petit peu,
Effectivement, t'as l'impression que c'est un bracelet intégré d'une Nautilus avec un boîtier de Royal Oak qui déborde sur une. Donc ça, c'est trop custom et je mélange un peu de tout, ou ils ont réussi à avoir leur style? Non, ils ont réussi à avoir le style parce que pour le coup, je trouve que c'est assez réussi. C'est une combinaison, alors je sais pas, 2 ou 3, alors entre le boîtier, le bracelet intégré et la lunette, de 2 ou 3 modèles très phares qui se sont extrêmement bien vendus et qui aujourd'hui sont très recherchés. Mais non. C'est plutôt réussi. Cet amalgame entre, c'est un petit peu le sourcing sur ces 3 modèles-là, ou trois modèles, oui. C'est plutôt bien réussi. Ils ont réussi un très très joli produit. Mais il me manque encore, il y a l'aventurine, c'est joli, mais j'aimerais un autre diable. Les amis, je sens qu'il va y avoir des rebondissements dans l'aventure d'Arnaud. Je lui demanderai de me tenir informé. La speed n'est pas encore arrivée, mais il faut avoir une trajectoire, une envie, une mission, puis de toute façon, quand bien même on n'en a pas. La réalité, avec tous les invités qui sont venus sur la chaîne sur cette saison 6 ou avant, c'est que dès qu'une montre est achetée, finalement, on pense à la suivante. Et c'est pas parce que tu te dis, juste là-bas, il y a la Speed 145-022 que ça va se faire. On te le souhaite, bien évidemment. Merci beaucoup Arnaud. Merci à toi Xavier. Salut les amis, on s'est régalé. Il fait chaud là. Franchement, la canicule est terminée, mais il fait quand même très très chaud. Merci beaucoup, ça a été un plaisir d'être avec vous. 224 épisodes, les amis, de Petites Montres entre amis. 224 fois que je suis dans le canapé. Je suis toujours aussi chaud. La saison 7, ça va être de la folie. Bonnes vacances Arnaud. Merci Xavier. Bonnes vacances à tous. Allez, je te remercie. Je compte bien passer de bonnes vacances. Alors, qu'est-ce qui reste à faire maintenant? Si vous voulez participer, vous avez un lien en description, www.dailyshoes.fr. Il y a un formulaire. Si vous voulez connaître les 3 étapes du Daily Shoes Summer Tour 2025, c'est pareil, vous avez un lien. Le prochain meet-up, c'est le 14 août à La Baule, puis Genève, puis Paris. Et puis surtout, si vous avez envie d'aider les autres, comme Arnaud vous aide aujourd'hui à choisir une montre, rendez-vous sur dailyshoes.com pour partager votre avis. C'est comme ça que vous allez aider les uns et les autres à découvrir, les rendre heureux et acheter une toquante. Ciao, ciao, bye bye. Ce programme vous est présenté par Daily Shoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre.